Au sommaire de ce journal, l'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable. C'est le thème retenu au Mali pour célébrer la Journée internationale de l'alphabétisation. L'événement vise à rappeler l'importance de l'alphabétisation et son rôle essentiel dans l'épanouissement individuel et le progrès social. Face aux rumeurs entourant la situation sécuritaire, la DIRPA s'est exprimée ce lundi 8 septembre. Elle a rejeté les informations évoquées dans une vidéo du JNIM circulant sur les réseaux sociaux et a appelé les citoyens à rester vigilants. L'OMS a annoncé que le Mpox ne constitue plus une urgence de santé publique mondiale. Cette décision fait suite à une baisse significative des cas et des décès, notamment en République démocratique du Congo et dans d'autres pays affectés. C'est parti donc pour une nouvelle semaine. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. Ce 8 septembre, le monde a célébré la Journée internationale de l'alphabétisation. Le thème retenu au Mali est l'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable. Une occasion de rappeler l'importance de lire, écrire et maîtriser le numérique pour le développement. Fatma Tawassiou et Soumaïla Fani. La Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée chaque année le 8 septembre depuis 1967. Dans le cadre des activités de cette commémoration ce lundi, les autorités scolaires du Mali ont mis l'accent sur les difficultés rencontrées au cours de la campagne dernière. Nous devons lui dire que la campagne 2024-2025 a connu quelques difficultés. Ainsi, le programme vigoureux d'alphabétisation connu sous l'acronyme de PVA, qui forme ordinairement des femmes et des hommes dans le cadre de la lutte contre l'analphabétisme, n'a pas pu être mis en œuvre par les services déconcentrés de l'éducation et leurs opérateurs. À l'heure du numérique, l'alphabétisation ne se limite plus à la lecture et à l'écriture selon l'UNESCO. Elle doit englober désormais la capacité à naviguer dans des environnements numériques, à utiliser les technologies de manière critique et responsable et à s'approprier les outils qui façonnent notre quotidien. Aujourd'hui, près de 7 personnes sur 10 dans le monde utilisent Internet. Près de 4 personnes sur 5 de 10 ans et plus possèdent un téléphone portable. Cette journée est donc l'occasion de réfléchir de manière critique à la signification de l'alphabétisation aujourd'hui, ainsi qu'aux façons dont les programmes scolaires, les politiques et l'enseignement de l'alphabétisation sont conçus, mis en œuvre et évalués à cette ère de numérique. L'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable, le choix de ce thème traduit l'importance croissante du digital dans les sociétés contemporaines. Pour le chef du gouvernement, l'alphabétisation numérique est un outil d'émancipation. L'alphabétisation numérique, aux côtés des formes traditionnelles d'alphabétisation, permettra non seulement l'utilisation des technologies pour s'informer et se former, mais aussi l'accès aux outils et ressources d'apprentissage en ligne. C'est pourquoi l'alphabétisation numérique est un outil d'émancipation qui permettra non seulement à chaque citoyen d'acquérir la capacité de se projeter dans l'avenir, mais aussi de combler les disparités géographiques, économiques et sociales entre les différentes couches de notre population. Toutefois, les autorités entendent désormais renforcer l'usage du numérique dans l'éducation non formelle afin d'offrir aux jeunes et aux adultes analphabètes la possibilité d'acquérir des compétences utiles, de s'autonomiser et de participer activement à la construction du Mali Koura. Le deuxième sommet africain sur le climat s'est ouvert ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Placé sous l'égide du gouvernement éthiopien et de la Commission de l'Union africaine, la rencontre se tient jusqu'au 10 septembre pour définir les priorités climatiques du continent en prélude à la COP30. Aminata Keita. 2 ans après le premier, le deuxième sommet africain sur le climat a débuté ce lundi 8 septembre en Éthiopie. Pendant 3 jours, ils sont 45 chefs d'État et de gouvernement à prendre part à ce rendez-vous africain sur le climat avec des entreprises, institutions et des milliers de représentants de la société civile. En effet, l'Afrique ne représente que 4% des émissions globales de gaz à effet de serre, mais c'est le continent qui subit les pires impacts climatiques. Ainsi, ce rendez-vous africain doit clarifier les priorités du continent avant l'Assemblée générale de l'ONU du 23 au 29 septembre, mais aussi et surtout positionner l'Afrique comme acteur clé des négociations climatiques internationales avant la COP30 prévue du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil.
Selon l'Organisation mondiale de la météorologie, le changement climatique coûte aux pays africains 2 à 5% de leur PIB chaque année et d'ici 2030, jusqu'à 118 millions de personnes parmi les plus pauvres du continent pourraient subir sécheresse sévère, inondations et chaleur extrême. Donc, au-delà des échanges, ce sommet veut mobiliser des financements concrets pour l'adaptation et l'atténuation. Sous le thème Green Talk and Green Action, en français discussion et action verte, le sommet prévoit la mise en place de solutions notamment en réforestation, agriculture résiliente, initiative durable avec son sous-sol qui regorge de minéraux essentiels et à la transition écologique et l'exploitation efficiente du soleil car oui, l'Afrique détient 60% du potentiel solaire mondial et près de 40% du potentiel global des énergies renouvelables. Cela permettrait au continent de ne plus seulement subir la crise climatique, mais d'en faire une opportunité économique et de ne plus être confronté au déficit estimé à 250 milliards de dollars par an, alors qu'elle ne reçoit que 2% des investissements verts internationaux estimés à 30 milliards de dollars, freinés par des taux d'intérêt trop élevés et le poids de la dette. À noter que le premier sommet africain du climat a eu lieu en 2023 à Nairobi, au Kenya, où l'accent avait été mis sur la fourniture de solutions innovantes en matière de croissance verte et de financement du climat pour l'Afrique et le monde. Ce sommet qui avait conduit à la déclaration de Nairobi avait mobilisé 26 milliards de dollars pour des projets verts. Cette deuxième édition vise donc à inscrire les engagements de Nairobi dans une dynamique d'action et de financement durable. Retour au Mali, la DIRPA a rencontré ce lundi 8 septembre la presse pour faire le point sur la situation sécuritaire. Elle a formellement démenti les informations données dans une vidéo du JNIM, largement relayée sur les réseaux sociaux, et a invité la population à faire preuve de vigilance. Assetoumani Koulibaly et Balkissa Maman Traoré. Le mercredi 3 septembre, une vidéo du JNIM a suscité une frénésie sur les réseaux sociaux, provoquant angoisse et inquiétude parmi de nombreux Maliens, notamment à Kaï et à Nuro du Sahel. Dans ces images, les terroristes annonçaient l'interdiction d'entrée de carburant dans la région ainsi que la prise en otage de toute personne venant de Kaï. Depuis cette diffusion, d'autres vidéos ont suivi, semblant montrer la mise en œuvre de ces menaces. Face à la presse ce lundi 8 septembre, la DIRPA a refuté chacune des informations relayées, affirmant qu'aucune interdiction de transport n'a été constatée jusque-là. Début septembre, le groupe terroriste JNIM, par la voix de son représentant, a diffusé de fausses informations sur une prétendue interdiction d'importation de carburant et de circulation des transporteurs dans l'ouest du Mali. Mais la réalité est tout autre. Aucune interruption systémique du transport n'a été observée. Des vidéos virales et reliées sur les réseaux sociaux sont en réalité hors contexte, anciennes ou prises dans d'autres pays. L'embouteillage sur la route Bamako-Ségou, ce n'était qu'un simple accident qui a occasionné cet embouteillage. La vidéo du bus incendié, elle date du mois d'avril et n'a aucun lien avec le soi-disant blocus. Le vrai problème à Kaï aujourd'hui, ce sont les conditions naturelles liées à la saison des pluies et non les actions de ces groupes terroristes. Les forces armées maliennes ont appelé la population et la presse locale à faire preuve de vigilance et à s'abstenir de diffuser les vidéos des terroristes. Selon la DIRPA, le pays est confronté à une guerre informationnelle alimentée par la diffusion de certaines images sur des chaînes étrangères avec pour objectif de discréditer l'armée et de s'aimer la panique. Depuis quelques mois, nous assistons à une offensive médiatique internationale dirigée contre l'espace AES, mais particulièrement contre les forces armées nationales. Certains médias étrangers vont jusqu'à relativiser, voire glorifier les actes des terroristes en les qualifiant tour à tour de résistants ou de démocrates. L'ennemi ne se contente plus des armes, il veut gagner la guerre de l'information. Ne lui donnons pas cette occasion de s'offrir ce luxe sur le terrain, de s'offrir cette guerre informationnelle que nous-mêmes nous sommes en train d'entretenir en diffusant ce que ces terroristes veulent que nous diffusons. La guerre informationnelle que nous vivons aujourd'hui, elle est plus ardue que la guerre que nous menons sur le terrain. Au cours de ce point de presse,
Il a également été question de l'arrestation d'individus impliqués dans des tentatives de déstabilisation. Pour rappel, plusieurs personnes avaient été interpellées en août, parmi lesquelles les généraux Abbas Damele et Nema Sagara. Le colonel-major Souleymane Damele a enfin invité la presse nationale à préserver la dignité de l'armée en évitant toute publication pouvant nuire aux soldats maliens. Direction le Nigeria, où une attaque terroriste contre la ville de Darul Jamal, dans le nord-est du pays, a tué au moins 60 personnes vendredi dernier, selon le gouverneur de l'État de Borno, Assetou Bouari. Au Nigeria, vendredi, les terroristes ont mené une attaque contre la ville de Darul Jamal dans l'État de Borno. Au nord-est du pays, le bilan provisoire fait état d'une 60aine de personnes tuées. Les violences ont eu lieu dans la ville de Darul Jamal, qui abrite une base militaire à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Dans une zone ravagée par les attaques terroristes, Babagana Zulum, le gouverneur de l'État de Borno, a indiqué que 5 soldats figuraient parmi les victimes tuées. Un chiffre confirmé à l'AFP par une source sécuritaire. Toujours selon l'AFP, des témoins ont raconté que l'attaque avait commencé dans la soirée. Les assaillants arrivant par dizaines à moto, tirant avec des fusils d'assaut et mettant le feu aux maisons. Cette attaque meurtrière et de masse n'a été pas revendiquée, mais le monde opératoire est similaire à celui des différentes factions de Boko Haram et de l'ISWAP. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, bien que la violence terroriste ait diminué au Nigeria. Depuis l'époque des pires affrontements avec le groupe Boko Haram en 2013-2015. Les rebelles, notamment du groupe d'ISID Province Ouest africaine de l'Organisation de l'État islamique, continuent de lancer des attaques dans les régions. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU a rappelé que cette attaque du vendredi s'inscrit dans un contexte d'insécurité croissante dans l'État de Borno où des centaines de civils ont été tués. Cette année, dans des attaques ciblant des communautés et des camps de personnes déplacées. Un mot de santé avant de boucler ce 1945. L'OMS a déclaré que les Mpox n'est plus classé comme urgence de santé publique internationale. Une décision motivée par la diminution des cas et des décès en RDC et ailleurs. Mais l'OMS rappelle que la maladie reste une menace et nécessite une réponse continue. Djeneba Samaki. L'an dernier, l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré l'urgence de santé publique internationale sur la propagation du virus Mpox en Afrique. Le chef de l'organisation a annoncé que ce n'était plus d'actualité. Une décision fondée sur la baisse du nombre de cas et de décès dans les principaux pays touchés. More than a year ago, I declared a public health emergency of international concern over the spread of Mpox in Africa on the advice of an emergency committee convened under the international health regulations. Yesterday, they met again and advised me that in its view, the situation no longer represents an international health emergency. I have accepted that advice. This decision is based on sustained declines in cases and deaths in the Democratic Republic of the Congo and in other affected countries, including Burundi, Sierra Leone, and Uganda. La levée de cette alerte ne signifie pas pour autant la fin de la menace. Toutefois, la Direction générale de la santé rassure. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Mali n'a enregistré aucun cas de Mpox sur toute l'étendue du territoire national. La sensibilisation que nous avons à l'endroit de la population d'être vigilant et de notifier au niveau des centres de santé tous les cas similaires en fonction des symptômes qui ont été édités par les structures au niveau, les structures de santé. Donc une fois s'ils constatent ces signes et symptômes, de se présenter dans les structures les plus proches pour les meilleures prises en charge. Appelé auparavant variole du singe, les Mpox se manifestent principalement par une forte fièvre et l'apparition de lésions cutanées. Identifiée pour la première fois en République démocratique du Congo en 1970, la maladie est longtemps restée circonscrite à une dizaine de pays africains. Le virus s'est propagé dans le monde à partir de mai 2022. De janvier à fin juillet, plus de 34 000 cas confirmés de Mpox ont été signalés à l'OMS, parmi lesquels 138 décès, selon un rapport publié fin août. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.